Bonjour, bienvenue à La Havane, Cuba. Notre invité exceptionnel est Rodrigo Londoño, alias Timochenko, le leader des forces armées révolutionnaires de Colombie. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous et un bonjour à toutes les auditeurs. Je voudrais vous poser une question, plusieurs questions sur les accords. Il y en a eu deux, historiques, comme on dit, entre le gouvernement colombien et les FARC. Nous vivons maintenant une période d'incertitude. Le président de Colombie dit que le processus est irréversible. Vous êtes d'accord? Moi, je pense que le fait que nous ayons réussi à signer cet accord final, que l'on a appelé l'accord du Théâtre Colón, nous donne la totale certitude que nous sommes à commencer les conditions pour jeter les bases d'une paix durable et solide dans une Colombie qui le demande, qui le réclame à corps et à cri. Je suis d'accord avec le président, c'est un processus et tant que les partis, nous ayons la volonté que nous avons eue dès le début et qui nous a permis de surmonter des écueils qui se sont présentés, eh bien je suis convaincu, nous serons capables d'aller de l'avant. Ce qui est compliqué, cette mise en œuvre des accords. La mise en place, donc, c'est la partie la plus difficile, peut-être particulièrement abandonner les armes, ce que doivent faire les FARC dans les 6 prochains mois. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que les FARC sont prêtes à le faire? Nous avons déposé les armes, nous avons les laissées entre les mains des Nations Unies. Voilà ce qui est convenu sur l'accord. Ça, c'est l'engagement. Un engagement qui est accompagné également d'une série d'engagements de l'État. C'est un processus simultané et dans la mesure où chaque partie s'acquitte de ce qui a été convenu. Particulièrement la loi de l'amnistie. C'est l'essence même de cet accord. Vous êtes confiant sur le fait que le gouvernement va effectivement faire approuver cette loi d'amnistie? En effet, tous les éléments de l'accord sont reliés entre eux et l'amnistie, naturellement, c'est un élément très important de cet accord parce que nous libère d'être emprisonnés, qu'on mette la main dessus. Donc c'est nécessaire, c'est fondamental pour pouvoir arriver jusqu'aux régions où nos gens sont concentrés. Jusqu'à quand les FARC pourront attendre cette loi d'amnistie? Quel est le nombre de mois jusqu'au moment où vous pourriez prendre la décision que le gouvernement ne fait pas ce que... Il y a un calendrier, il y a des temps, il y a une dynamique législative, légale, et puis, comme je disais, un calendrier. J'ai confiance que ce calendrier sera appliqué. Nous sommes que les efforts sont en train d'être faits, mais indépendamment de ça, tant qu'il y a une volonté et qu'aucune des deux parties laisse tomber cette volonté de concrétiser ce qui a été accordé, je pense que nous aboutirons. Vous comprenez que pour un grand nombre de Colombiens, il est très difficile d'accepter. Et d'ailleurs, lors du plébiscite, cela a été exprimé, le plébiscite qui a rejeté le premier accord, que des personnes comme vous puissiez être jugées par cette justice spéciale, mais par ailleurs et en même temps être élus au Parlement ou à toute autre fonction représentative. Pour un grand nombre de Colombiens, ce n'est pas acceptable. Colombiens et dans le monde également, car un des éléments qui a beaucoup eu d'influence dans cette guerre, dans cette confrontation, notamment la dernière partie, c'est ce macartisme, cette déformation systématique des faits, c'est de nous montrer en tant que terroristes. Et nous sommes des combattants politiques avec un projet politique, mais nous signaler en tant que trafiquants de drogue. Et d'une série d'accusations qui ne sont pas vraies. Non, elles ne sont pas vraies. Il y a un nombre d'accusations qui sont calomnieuses. Bien entendu, nous avons été dans une confrontation qui a duré des années. Et c'est quoi la guerre? C'est ça.
Mais cette déformation qui a été faite de notre image, c'est quelque chose de totalement différent. C'était une stratégie conçue pour justifier cette destruction totale de nous et du mouvement populaire dans son ensemble. Je voudrais vous parler du narcotrafic. Vous admettez que les FARC ont utilisé le trafic des drogues afin de se financer et financer leur lutte? Eh bien, nous n'avons jamais été des trafiquants de drogue. J'ai toujours dit, si on était des narcotrafiquants, eh bien, nous serions disparus en tant que mouvement révolutionnaire, parce que les trafiquants de drogue ont une vision du monde totalement différente et antagonique à celle que peut avoir un révolutionnaire. C'est pourquoi c'est des choses totalement incompatibles. Une chose, c'est que nous avons utilisé l'argent du trafic de drogue qui se trouve dans la région. Nous avons utilisé aussi celle de l'industrie minière, de l'élevage, et de toutes les activités qui produisent de l'argent dans la région de façon illégale, de manière illégale, parce que nous sommes un mouvement illégal. Et c'est clair, mais nous n'avons jamais été des trafiquants de drogue. Le gouvernement des États-Unis, lorsqu'il parle de vous, dit que vous poussez la stratégie du narcotrafiquant, vous, la FARC, et il propose 5 millions de dollars pour qui donnerait des indications sur vous. C'est encore sur le site du gouvernement. Ben, peut-être. Dans tout scénario, je peux démontrer que nous, moi-même et les FARC, nous n'avons jamais été trafiquants de drogue. Donc ces accusations, ce sont des fabrications. Elles sont forgées. Il y a un changement d'administration aux États-Unis, comme vous le savez. Ils seront en place dans un mois, un peu plus. Donald Trump a été élu. Il n'a rien dit pour le moment en ce qui concerne la Colombie. Mais est-ce que vous craignez que Trump puisse ne pas appuyer le processus et éventuellement arrêter son aide financière à la Colombie? Moi, j'ai l'espoir, j'ai même la certitude que Trump va développer les politiques qui seront définies ou déterminées aux États-Unis, qui ne sont pas définies par des personnes, par des individus. Et si les États-Unis soutiennent ce processus, eh bien, je suis convaincu qu'il ne va pas nous laisser accrocher au pinceau, comme on dit, un dicton populaire chez nous en Colombie. J'ai confiance. Autre chose concernant les États-Unis, les FARC se trouvent toujours sur la liste des groupes terroristes. John Kerry, le secrétaire d'État, qui vous a rencontré, a indiqué qu'il est en révision, mais pour le moment, il ne sera pas laissé à l'écart et que les FARC ne seraient pas retirés. Vous attendez peut-être un geste de la part des États-Unis avant la fin de l'administration Obama à cet égard. Dans les conversations avec Kerry, nous avions cette certitude que les États-Unis vont travailler sérieusement. On sait que c'est un processus long, et quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de forces qui interviennent, qui s'opposent d'ailleurs, mais nous sommes en adéquation avec tout ce qui a été fait en Colombie. Et s'ils sont conséquents avec ça, ils devraient nous retirer de la liste. Il y a également une dimension, bon, il y a des accords, un certain nombre de détails, on ne peut pas tous les voir ici aujourd'hui, mais il y a une autre chose qui est le symbole, c'est demander pardon. Nous avons vu un certain nombre de personnalités des FARC qui l'ont fait récemment à Cali. Est-ce que vous êtes prêts à demander pardon aux Colombiens? Nous l'avons fait déjà dans plusieurs opportunités et je dirais même l'essence même de ce processus, c'est la réconciliation. Et pour qu'il y en ait une, il faut demander pardon de tout ce qu'on a fait de mal, les victimes que nous avons causées. Mais il faut avoir en tête aussi, et ça c'est des données qui ne nous appartiennent pas, c'est des Nations Unies, que plus de 80% des victimes du conflit colombien sont l'œuvre de l'État, ou l'action de l'État, ou des forces paramilitaires, c'est pratiquement la même chose. Donc le pourcentage qui nous correspond à nous est inférieur et minime. Et nous le faisons de tout cœur et sincèrement, nous demandons pardon avec une conviction, parce que nous pensons que les différentes contradictions économiques, sociales, culturelles qu'il y a dans le pays, il faut les résoudre par le biais du débat, de la parole comme un outil pour résoudre ces contradictions. Et
Dans ce sens-là, ça c'est l'esprit qui nous anime et c'est pourquoi nous n'avons aucun problème de demander pardon. Mais ce que nous ne souhaitons pas et nous ne voulons pas faire, c'est un spectacle avec la douleur des victimes. Ce n'est pas parce que les FARC militairement étaient très affaiblis après un grand nombre d'années d'attaques du gouvernement avec l'appui des États-Unis. Comment a été prise la décision donc de on ne peut plus continuer à combattre, nous allons traiter d'établir la paix. Je le disais tout à l'heure, toujours, lorsqu'il y a eu la possibilité de chercher une fenêtre, une porte permettant de transiter vers une solution politique, nous l'avons fait. Mais les différents processus précédents, la classe dirigeante n'a pas été conséquente ou cohérente avec ces possibilités. Tandis que cette fois, il y a eu différents facteurs qui ont fait possible ceci. Parce que, après plus de 8 ans de politique de terre brûlée, on nous a combattus de toutes sortes, avec une guerre sale, une guerre sordide, tout ce financement possible des États-Unis, plus de 10 milliards de dollars, une flotte aérienne, d'hélicoptères, d'avions, une des plus grandes d'Amérique latine en proportion aux habitants de la Colombie. Tout ceci n'a pas été fait en termes de nous détruire, mais on n'est pas détruit, on est toujours en pied, on combat, on est optimiste. Lorsque le président Santos nous a donné cette possibilité, et il faut se rappeler qu'il y a eu une phase exploratoire secrète où on a échangé des délégués de notre côté, du côté du gouvernement, et nous sommes arrivés à la conclusion que les deux partis étaient à la recherche d'une issue politique. Merci beaucoup de votre temps, effectivement, Timochenko, Rodrigo Londoño. Merci infiniment à toute notre audience de cette entrevue exclusive à La Havane.